Et c'est parti pour le 364e épisode du Coup Tordu. Le Coup Tordu, ici, on vient parler vélo, ici, on vient parler cyclisme. Le Coup Tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. Il y a des interviews, il y a des previews. Vous nous retrouvez d'ailleurs absolument sur toutes les plateformes de podcast, également sur la chaîne YouTube du Coup Tordu. On se retrouve tous ensemble pour l'analyse et pour la preview de la 4e étape de la Vuelta 2025. Et j'ai envie de dire, le Coup Tordu en mode All-Star, la Dream Team est dans la place. Le plus passionné des passionnés, il est là. Monsieur Thibaut, alias Latib. Comment va mon Thibaut ? Ah non, le plus passionné des passionnés, c'est Enzo qui est avec nous. Enzo remonté, mais ça, c'est parce que c'est la passion de Ciccone qui parle. Ah, passionné de Ciccone. Monsieur Phoenix dans la place, ça va Enzo ? Eh oui, ça va. Content d'avoir pu prendre un peu de temps et faire ce podcast avec vous ce soir. Et je tiens encore à m'excuser pour la qualité certainement pourrie du micro ce soir, comme la dernière fois. Oh, ça va. Moi, je trouve, on t'entend bien. Vous m'entendez bien, mais je crois que la qualité après enregistrement, c'est pas foufou. Donc, je m'excuse de la gêne occasionnée, mais malheureusement, j'ai que mes petits écouteurs pourris avec moi actuellement. Bon, alors, ça a pas du tout gêné les scores du podcast. J'ai vu les courbes. T'inquiète, il y a pas de problème. Tout le monde te comprend. Enzo, comment t'étais en train de t'étais installé comment ? Quelle tronche t'as fait quand t'as vu Gaudu qui a commencé à remonter, Vingegaard, puis qui a été se fumer Pedersen ? Ta réaction, ça a été quoi sur l'instant ? Alors, honnêtement, je l'ai même pas calculé jusque dans les 50 derniers mètres. J'avais même pas vu que... Ah non. Moi, j'étais juste concentré pour voir si Ciccone allait pas péter et s'il pouvait rentrer dans le top 3. Honnêtement, c'était ça le truc qui m'intéressait. Et après, voilà. Non, mais après, j'ai regardé un petit peu. Il gère parfaitement son final. Le virage est magique. Mais alors, par contre, s'il se fout en l'air à ce moment-là, il se fait détruire. Il se fait détruire parce que t'envoies Vingegaard par terre. Ah bah. Ouais. Mais alors, on va dire que c'est magique parce qu'au final, tout s'est très bien passé. Mais on est à un glissement de roue de la catastrophe. C'était dangereux, c'était couillu. Tant mieux que ça passe. Est-ce que Thibaut, Enzo vient pas finalement de résumer en 15 secondes finalement ce qu'est David Gaudu, ce qu'est la carrière de David Gaudu ? Est-ce que David Gaudu restera au cyclisme et aussi au sport français une sorte d'Henri Lecomte des années 2020 du cyclisme, c'est-à-dire un mec qui est capable du pire comme du meilleur ? Ouais, peut-être. Après, honnêtement, ça va. Hein. Fallait prendre l'intérieur. Il a pris l'intérieur. Grand bien lui en a fait. Hein. Non, c'est pas dans la trajectoire que la vitesse à laquelle il arrive. Tu vois, mais bon. Non, mais il y a. Attends, que je m'exprime bien et qu'on ne croit pas que je critique. Il n'y a absolument rien d'irrégulier dans ce qu'il a fait. S'il y avait quelque chose d'irrégulier, de toute façon, ne t'inquiète pas que Pedersen et Vingegaard auraient été plaints. C'est juste que c'était très couillu de le faire de la manière dont il l'a fait, à la vitesse à laquelle il l'a pris. Mais ça a marché, c'est très bien. Et c'est de toute façon ce qu'il fallait faire pour gagner l'étape. Et Pedersen a pris un virage de con. D'ailleurs, c'est toute l'intelligence en fait de David Gaudu, et il l'avait dit, hein, et ça se voyait aussi sur les segments Strava, ils avaient reconnu cette étape. Hein. Mais comme quoi, ouais. Tout est affaire de détails souvent chez la Groupama. On a perdu un Tour de France, on s'est pris une bordure sur un détail à un rond-point, et cette fois on va gagner une course à un détail sur une épingle. Exactement Thibaut. L'autre, bon, on reparlera évidemment de Gaudu bien sûr. L'autre actualité du jour, on en sait un petit peu plus alors sur l'affaire qui oppose Derek Guy à sa désormais peut-être ex-équipe Israël Premier Tech, parce qu'au moment où David Gaudu était en train de lever les bras, Thibaut, Derek Guy posait lâcher un post, un petit missile sur les réseaux sociaux. Que c'est vraiment un missile. Ouais, c'est pas surprenant, mais bon. C'est tiède, hein. C'est tiède. Ouais. Bah oui. Enfin, c'est rare quand même. C'est caca culotte, quoi. C'est-à-dire après, il y a des enjeux légaux qu'on connaît certainement pas, et voilà. Donc il y a d'autres trucs derrière. Mais c'est vrai que c'est un rapport à son ancien contrat, quoi. Donc c'est absolument pas sur des supputations géopolitique. Ah non. Là, il détorpille le truc dans le communiqué, quoi. Après, c'est un bras de fer maintenant entre son équipe et lui, puisque lui, il dit que son contrat est valablement terminé suivant son conseil juridique. Ce à quoi l'équipe Israël Première Tech lui répond ah non, pas du tout. Donc, ce sera à l'UCI de trancher. Voilà. Maintenant, ça va se terminer en justice. Bon, ça va se terminer d'une façon assez très simple. Hein. De toute façon, à partir du moment où un coureur ne veut plus poursuivre son contrat avec l'équipe, il terminera pas.
Voilà, il ira ailleurs et puis ça paiera une pénalité, une amende dans le pire des cas. Et puis c'est tout. Oui, mais c'est ce qui va se passer. Van Aert a fait ça, je crois, avec sa première équipe, non? Exactement. Et je crois que la Jumbo avait versé une partie au Van Aert de l'autre. Oui, non, mais il ira de la même manière. 500 000 balles quand même, hein. Vu le salaire de Derek Guy chez Israël, à mon avis, l'équipe qui va l'embaucher, ça va douiller un peu plus. Après, mais après, c'est inédit, donc voilà, il va pas partir dans n'importe quelle équipe, il va partir dans une équipe qui peut se permettre. Je pense que ça a déjà été calculé. C'est pas Groupama qui va payer l'amende, tu vois. Là, on parle quand même d'une équipe comme Ineos. Hein. S'ils veulent vraiment Derek Guy, c'est pas non plus le coureur qui va leur coûter le plus cher en indemnité. Ils vont les mettre. Hein. Il restait. Je pense pas que ça soit le salaire de Guy qui était surtout exorbitant. C'est surtout le fait qu'il lui restait. Enfin, il était en contrat jusqu'en 2028. Voilà, c'est ça qui. Ouais, c'est les 3 ans de contrat. Ouais, mais le truc, comment tu rachètes la fin de contrat. Hein, après, n'oublie pas aussi que on parle peut-être nous dans l'esprit avec un Derek Guy qui a re-signé pour longtemps, mais peut-être pas la valeur marchande qu'il aurait à l'instant T, tu vois, maintenant. Parce qu'au vu de ses résultats de l'année passée, il vaut quand même beaucoup plus cher que ce qu'il a signé il y a 2 ans. Il n'avait pas été re-signé jusqu'en 2028 après son top 10 sur le Tour de France l'année dernière. Moi, j'ai le souvenir de ça. Hein. Non. Il a été Giro. En 2023, il a été re-signé. Donc au final, sa valeur, elle est pas si élevée par rapport à ce qu'il devrait valoir. Donc c'est sans doute aussi pour ça que Derek Guy doit gueuler. Non, c'est exactement ce que Thibaut a dit, c'est qu'ils ont signé après son très bon Giro 2023, où il avait fait plusieurs top 3 de mémoire, je sais plus combien de podiums, mais il les avait enchaînés. 4 deuxième place. Ouais, voilà. Donc oui, on va dire que c'était un gros pari sur l'avenir pour y péter, mais au moment où il signe le contrat, je pense pas qu'on soit sur le contrat d'un mec top 10 du Tour de France le plus relevé de l'histoire, tu vois, qui est arrivé l'année après. Ah oui, non, c'est vrai qu'après ce Giro-là, on se dit Derek Guy, c'est un super méga bon baroudeur. Je crois qu'il fait 2e au classement des grimpeurs, il fait 2e au classement des sprints. Donc voilà, c'est un mec qui a été tout le temps à l'avant. On l'a vu que lui matin, midi et soir. Et puis derrière, ils font. Vous avez vu comment il est les images avant la Vuelta là, comment il était maigre. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il soit fort sur cette Vuelta. Hein. Assez faramineux. J'ai pas fait attention. J'avoue, j'ai pas fait attention. Ah non, moi, les dernières photos que j'ai vues de lui, c'était... Puis bon, comme on disait l'autre fois avec Thibaut dans le podcast, chez Ineos, prendre deux mecs, des basses qui sont gros rouleurs, et puis les faire maigrir et les transformer en vainqueurs de grand tour, par le passé, ils ont déjà dû faire. Hein. C'est un peu l'ADN de l'équipe. Si, encore une fois, Derek Guy signe chez Ineos, parce que, voilà, je vous le dis pour vous tous qui n'avez pas vu son communiqué que vous pouvez lire sur son compte Instagram, il a dit que pour l'instant, il n'avait négocié avec personne et qu'il n'avait dealé avec aucune autre équipe. Ça, à mon avis, c'est pour le détorpiller également de tout éventuel problème juridique. On bascule sur la preview de l'étape 4, les gars. Allez. Enzo, je te laisse la main pour le parcours. Alors, le parcours. Donc, on va traverser les Alpes, mais on s'enflamme pas. Hein. On va avoir 3 ascensions dans les 80 premiers kilomètres, avec l'enchaînement col des Monts-Genève, col du Lautaret. Alors, le Lautaret, c'est long, hein, c'est je crois 14 kilomètres, mais c'est même pas 5% de moyenne, donc c'est très roulant. Non, mais dis les termes, on a de la montagne tout au début, et en plus, c'est des montées roulantes. Donc, c'est de la chiotte. Ouais, on traverse pas les Alpes, on traverse le village du coin. Non, mais on monte à 2000 mètres d'altitude, mais voilà, quoi. Enfin, c'est une étape tracée avec le cul. Honnêtement, je pense que c'est l'étape, quand tu vois tout ce qu'il y a de possible autour et ce qui ponde, je pense que c'est l'étape qui me déçoit le plus. Vraiment par rapport au potentiel qu'il y avait. Ils se servent absolument pas du relief qu'il y a dans le coin. C'est un peu dommage. Et bon, les 80 bornes de plat qui restent avant l'arrivée, bon courage aux quelques grimpeurs qui auront réussi à s'échapper. Alors, ouais, c'est vrai. Alors, quel scénario pour cette étape ? Il y a un petit peu tout, il y a un petit peu 3 scénarios qui sont sur la table. Un petit mot de la météo, Enzo, je t'ai pas demandé, excuse-moi. Alors, le niveau de température, déjà, ça va être aux alentours de 15-16 degrés au départ jusqu'en haut du Lautaret. Et plus ils vont descendre et arriver vers Grenoble et Voiron, plus ça va se réchauffer, je crois jusqu'à 30 degrés dans le final. Donc, on va avoir une belle amplitude thermique. Mais temps couvert, donc le soleil devrait pas trop taper. Le vent, par contre, va beaucoup tourner, mais ce qui fait qu'il va être relativement défavorable sur la majeure partie du parcours. J'ai vu 15 ou 16 km/h de moyenne, mais avec des rafales annoncées à peu près un peu toute la journée jusqu'à 40 km/h.
Moi, j'ai du 1 km/h, mais défavorable. De moyenne. Ouais, mais c'est défavorable. L'approche du final va être favorable, mais par contre, les 2 derniers kilomètres, ils se prennent un vent de face, et surtout après le dernier virage, dans la côte qui mène jusqu'à l'arrivée. Enfin, c'est une petite côte, mais c'est pas tout. Après, le truc, c'est que dans les 2 derniers kilomètres, faut quand même les décrire, et l'approche, t'as un rond-point à 2.1. Tu prends tout un rétrécissement avec un terre-plein central que tu es obligé de prendre par la droite, parce qu'ensuite il y a un autre rond-point que tu dois prendre aussi obligatoirement par la droite. Donc en fait, il y a déjà une guerre de placement qui va intervenir à 2.1, parce que dans tous les cas, faudra être placé à ce moment-là, parce que le peloton ne va ne faire que s'étirer. C'est un final avec énormément de terre-plein centraux. Et quelques virages, et tu le vois dans le dernier kilomètre, il y en a quand même quelques-uns. Donc en plus de ce final ascendant, faut être placé assez tôt. Alors, il y a 3 scénarios qui sont un petit peu sur la table pour cette étape. Une échappée de baroudeur qui réussirait à prendre la tangente justement dans les 2 premières ascensions de la journée, dans cette fameuse traversée des Alpes très roulante. Premier scénario. Deuxième scénario, il se passe pas grand-chose. On a une échappée, on va dire, un peu publicitaire qui part à l'avant. Le peloton reste assez compact et mène la chasse sur les 80 derniers kilomètres. Et là, on se retrouve avec un sprint massif avec l'intégralité du peloton. Troisième scénario, un petit peu un scénario Bora-Peter Sagan à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on voit une équipe, et notamment la Lidl Trek, qui commence à imprimer un énorme rythme dès le début de la course, avec un triple objectif. Le premier, c'est de maintenir une éventuelle échappée vraiment très très proche. Deuxième objectif, c'est de larguer tous les sprinters qui pourraient un peu faire chier Mats Pedersen, je pense notamment à Jasper Philipsen, et pourquoi pas également foutre sur la paille Ethan Vernon. Pourquoi pas foutre Philipsen hors délai, parce qu'on en reparlera, mais pour moi Philipsen il est absolument pas prêt pour disputer cette Vuelta. Aujourd'hui il y avait rien de transcendant, et dès qu'il y a 2-3 talus c'était terminé, un petit peu ce qu'on avait vu dans le podcast d'hier. Et pour s'assurer, on va dire, un sprint en petit comité à maximum 50 coureurs. Toi Enzo, t'es plutôt sur quel scénario? Un peu un entre-deux. Philipsen, je pense qu'il saute et qu'il rentrera pas. Maintenant, je me demande aussi, est-ce que Ciccone était sérieux quand il avait parlé du maillot à pois? Parce que demain, sur les 80 premiers kilomètres, tu as 13 points à prendre. Et vu le barème de la Vuelta, 13 points, c'est loin d'être anodin. On n'est pas sur un barème Giro où 13 points, c'est peanuts. Est-ce qu'ils veulent contrôler vraiment dès le début pour que Ciccone puisse prendre des points, ou est-ce qu'ils veulent juste s'assurer une échappée pas dangereuse, on va dire 5 mecs max sortent pour pouvoir rouler derrière, tout en faisant un train assez soutenu pour être sûr que Philipsen ne soit pas là. Enfin, Philipsen et d'autres sprinters, mais on va dire que c'est le sprinter le plus en vue. Moi, honnêtement, ça arrive au sprint. Pour moi, ça arrive au sprint, avec une grande partie des sprinters polyvalents qui sont là, mais pas Philipsen. Thibaut, ton scénario? Ouais, pareil. Du mal quand même à croire à ce scénario un peu chicconesque au début, pour la simple et bonne raison qu'on a vu qu'il y a un casse-couille qui est en rouge qui lui colle au train. Donc bon, je pense que de ce côté-là, on peut faire une croix du côté des points pour Ciccone. Malgré tout, la Lidl Trek va avoir le cul entre 2 chaises. C'est-à-dire qu'il faut mener un gros tempo pour larguer Philipsen, mais faut pas non plus rouler trop vite pour mettre à mal Mats Pedersen. Donc ça peut ouvrir la porte à des attaques, mais en fait en chemin ils vont quand même trouver des coéquipiers et des alliés de circonstance pour les aider à filtrer au mieux, parce qu'on rappelle quand même, il y a une quarantaine de coureurs, même un peu plus, qui sont sous la minute. Quand je te dis ça, tu comprends très vite qu'avec un David Gaudu qui est dans la même seconde que Jonas Vingegaard, est-ce que les Groupama FDJ ne peuvent pas mettre la main à la pâte pour aider les Lidl Trek à filtrer au mieux, et que en fait ça se termine en sprint, évidemment. Donc je pense que les Lidl Trek ne seront pas seuls en chemin. C'est un petit peu mon scénario aussi, hein. Je pense qu'on va mettre Stephen Kung et Rémi Cavagna sur l'histoire pour contrôler un petit peu l'échappée. Mais alors, cette histoire de vent de face... Et à ne pas attaquer, d'ailleurs, parce que ça aurait pu être des éléments casse-couilles, hein. On le rappelle, après le Lautaré, tu descends vers Bourdoisan, le sud de la banlieue grenobloise, avant de remonter vers Waron. Donc il y a quand même en fait un terrain assez favorable pour des gaziers. En plus t'as un vent de face mais qui est
assez léger, 12 km/h de mon côté. Donc en fait, suivant la taille du groupe et suivant la composition, tu peux avoir une échappée qui est relativement assez emmerdante. Donc le fait que des rouleurs comme Remy Cavagna et Stefan Kung puissent se mettre à la planche, mais pour aider les Lidl Trek, ça enlève quand même une sacrée épine du pied. Mais alors, cette histoire de vent de face, est-ce que ça peut pas aussi un petit peu remettre certains sprinteurs dans le... Enfin, tu me diras, les sprinteurs derrière, faudra aussi qu'ils roulent un peu. Ouais, ça monte quand même. T'as bien vu Philipsen, il est en mode d'essai. Ça montait à peine. Là, il a même pas cherché dans les derniers kilomètres, dans les 10 derniers kilomètres. Il a lâché un peu à la pédale sur une partie qui était en faux plat montant, quoi. Il était oxy de tout. Donc sur des cols comme ça, c'est mort. Petite question, parce que j'ai pas vu l'étape entièrement. Sur le sprint intermédiaire, est-ce que Philipsen essaye de jouer les points ou pas? Pas du tout. Il est largué. Il est déjà largué à ce moment-là. Ouais. Ah oui, il y avait une côte, c'est ça avant. Ouais. Ah oui, il est largué. Il fait partie des. Il y a quand même un beau groupe qui est largué. Okay. Parce que du coup, je regarderai l'étape un peu mieux ce soir. Ils sont rentrés, mais à un moment, t'as le groupe Philipsen qui est pointé à une vingtaine de secondes. Tu le vois du haut de caméra et tu vois que c'est même pas un groupe, c'est un demi-peloton, quoi. Ouais, parce que même si le Lautaret c'est très roulant, t'as quand même 14 km et avant ça, t'auras eu 2 autres ascensions que tu te tapes à froid. Pour moi, les mecs qui sautent au sommet du Lautaret, le groupe qui bascule ensemble, c'est le groupe qui ira jouer la victoire et pour moi, ça rentrera pas. Parce que derrière, t'as des équipes qui vont se mettre en ordre de marche pour s'assurer que les quelques sprinteurs qui auront sauté rentreront pas. Lidl Trek d'abord. Je pense aussi qu'Ineos pourrait mettre un peu la main à la pâte, soit pour Gavin ou Turner. On va pas se mentir, un mec qui lâche dans cet enchaînement, honnêtement, il pointe pas comme aujourd'hui à 20 secondes. Hein. Il pointe à 2 minutes et demie, 3 minutes au moins. Donc il revient pas. Il y a un sprint bonification sur le plat en direction de Voiron. Qui est-ce que Vingegaard essaierait pas de remettre des bonifs? L'échappée sera encore devant pour toi à ce moment-là? Ouais, parce qu'après parce que le problème c'est que t'as quand même si tu récupères l'échappée à ce moment-là, tu contrôles pour là, tu t'exposes à ce qui est trop d'attaques de partout. Donc que ce soit beaucoup plus incontrôlable, d'autant plus qu'en fait le peloton il aurait été quand même à diminuer et que t'as des équipes qui auraient pu t'aider à contrôler justement l'incontrôlable, qui ne seront plus là, ou justement qui passeront du mauvais côté du bord. Mais et puis même ta propre équipe pourrait se retrouver déjà dégarnie après l'enchaînement du début. Donc faut vraiment la jouer fin et pas si Lidl Trek joue au malin à vouloir tout faire exploser dans le Lautaret, ils vont juste se faire contrer dans tous les sens derrière. Parce que même leurs propres équipiers, il y en a qui vont sauter et puis derrière personne ne va les aider. Donc c'est vraiment ils vont vraiment marcher sur un fil, tu vois, il va falloir trouver juste le bon compromis entre un bon rythme, une bonne marge laissée à l'échappée, mais pas trop non plus, quitte à pas prendre 2 points au sprint intermédiaire, tant pis, et tout jouer pour les 30 points à l'arrivée. Donc pour vous, ouais, donc sprint, on va dire sprint à peu près semi-massif. Juste pour terminer sur Philipsen, faut revoir un petit peu les coulisses de son arrivée sur la Vuelta. Faut rappeler qu'au départ, dans les plans d'Alpecin, Philipsen devait faire le Tour de France et Callum Groves devait arrêter le Tour de France, je crois après la 10e étape, pour ensuite basculer sur la Vuelta. Et Callum Groves était prévu de base sur la Vuelta. Et donc vous connaissez la suite. Philipsen abandonne après la 2e étape. Callum Groves va au bout du Tour de France en remportant une étape, sauf que Callum Groves l'avait un petit peu claironné ces dernières semaines, enfin après le Tour de France, il voulait absolument aller sur la Vuelta pour être pour remporter 3 étapes sur un grand tour la même année, ce qui n'a pas été fait depuis Petaki en 2003 et ce qui a été fait que 3 fois dans l'histoire du cyclisme. Et d'ailleurs, fallait voir Callum Groves sur le Tour d'Allemagne, il tirait un peu la gueule, il n'était pas très très content, donc ils ont été, je sais pas pourquoi ils ont fait ce choix, peut-être pour redonner un grand tour à croquer à Philipsen vu qu'il avait pas beaucoup couru sur le Tour de France. Bon, après ils ont raison, hein, ils ont été chercher un maillot rouge, je pense que c'est ça l'idée.
décidé. Ils se sont dit qu'il y avait beaucoup plus de chances d'aller chercher le maillot de leader sur la première étape. Je pense qu'ils ont vu que première étape et ils n'ont pas vu le reste et qu'ils avaient plus de chances avec Philipsen qu'avec Callum Grove. Donc si l'objectif c'était ça, en tout cas c'est réussi. Après pour la suite, je suis quand même un petit peu inquiet. Je vais rappeler que jouer avec excès comporte des risques, que le coup tordu ne vous incite absolument pas à faire des paris sportifs. Vous pouvez jouer en fantasy, notamment sur Side Limit. Il y a un jeu de fantasy quotidien sur cette Vuelta. Moi par exemple aujourd'hui je ne vous avais pas donné de bet sur Mats Pedersen, je n'avais pas pris Mats Pedersen, mais j'ai pu le mettre dans ma petite fantasy sur Side Limit. Donc ça c'est gratos, ça coûte rien. Pedersen a fait deuxième, ça fait des points dans la ligue sur Side Limit, donc sur l'appli. Donc vous pouvez faire des jeux de fantasy qui sont intégralement gratuits, et pour celles et ceux qui jouent avec excès comportent des risques. Les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs et je ne vous incite pas à jouer, on ne vous incite pas à jouer. Vous avez le numéro de joueur info service qui est mis systématiquement dans le lien des épisodes où on fait un petit peu des pronos, des paris sur les différentes étapes du Tour de France. Et Enzo, je vais te laisser la main pour ton pronostic ou tes pronostics pour cette 4e étape de la Vuelta. Non, moi la seule question que je me pose, c'est qui va battre Mats Pedersen encore demain. Encore. Comment va-t-il le mec à la haine encore demain? Voilà, pour moi c'est la vraie question. Parce que qu'est-ce qu'il va faire pour se louper? Tu penses qu'il est battu? Non, blague à part, je pense qu'à un moment. Non, mais non. En vrai, le final aujourd'hui le correspondait parfaitement. Le rythme a été très élevé, mais je pense que c'est plus son virage loupé et le virage réussi de Gaudu qui fait qu'il ne gagne pas, plutôt que le rythme élevé. Demain, le dernier virage est aux 400 mètres, la pente est moins sévère, on est typiquement sur un sprint Pedersenesque. La seule question que je me pose, c'est son train. Il n'a pas de vrai train. Du coup, ça pourrait être un peu plus, un peu plus houleux, dans le sens où ça pourrait se faire un petit peu bouger à droite à gauche. Je vois pas Lidl avoir 3 hommes pour l'emmener et un dernier gars le lâcher aux 200 mètres. C'est sûr que ça sera un peu plus houleux. Pas mal. Non, mais quand je dis houleux. Oui, parce qu'on profile, je pense pas que ce soit son poisson pilote. Non. Pas mal, non, mais pas mal. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que on l'a vu sur la première étape, Lidl passe à côté parce que les mecs se perdent. Andersen n'arrive pas à remonter Pedersen doit refaire le travail tout seul, d'assez loin, et du coup il est cramé. S'ils arrivent à garder un mec pour le maintenir haut dans le peloton jusqu'aux 400 mètres, je pense qu'il n'est pas battable, mais il faut pas se louper comme sur la première étape, ils se sont loupés. Est-ce que finalement le danger pour Mats Pedersen, est-ce que c'est pas un mec comme est-ce que du côté d'Israël on n'aurait pas intérêt quand même à jouer la carte Jake Stewart? On l'a vu notamment sur le Dauphiné, dans ce genre de sprint à fatiguer où on a passé des bosses en début d'étape, en réalité il réussit à garder un sprint quasiment intact et on le retrouve véritablement redoutable dans ce genre de situation versus Vernon aujourd'hui qu'on a quasiment pas vu. Mais surtout que je pense que Vernon n'est pas là demain. Donc la question sera réglée, et surtout quand tu vois que c'est un final en légère côte. Ça aussi, Jack Stewart, il aime bien ça. Ah oui, non, pour moi la question se pose pas de leur côté, c'est Stewart. On va partir là-dessus alors. On va partir là-dessus. Ouais, non, je suis assez. Et puis pour moi, combien même si Vernon est là, pour moi, Stewart va beaucoup moins toxiner que lui en fait. Et Vernon, il a pris un tir au classement par points aujourd'hui. Je pense pas que le maillot vert soit véritablement un objectif. Enfin, pour moi, ils ont tout intérêt à partir sur l'ami Jack Stewart. Toi, Thibaut, ton pronostic pour cette étape? On a vu et on l'a entendu, Mats Pedersen avait faim de victoire. Il l'a dit aux médias au départ de l'étape du jour. Il a été piqué au vif. Et je pense qu'il n'y a pas plus dangereux qu'un coureur orgueilleux qui a été mis à mal dans son ego. Et là, je pense qu'il a pris une petite claque derrière la tête. Donc là, c'est l'heure de la revanche pour Mats Pedersen. Maintenant, pour moi, son plus grand adversaire demain, c'est Luis Horla. Quand tu vois comment il grimpe, quand tu vois sa pointe de vitesse, ce type de finale, quand tu vois avec qui il est potentiellement accompagné, il y a de la belle main-d'œuvre pour le sprinter de la Movistar. Alors pour ceux qui sont dans les cotes, la victoire de Mats Pedersen, on est sur du 2. Moi je l'ai pris, je vous le donne, 2,74, 0,15% de bankroll. Je le mets à peu près à 45% de chance de remporter cette étape. À un moment donné, un champion, ça sait mettre aussi du point sur la table. Et Luis Horla, il est à 19, à 19,25
je suis même pas sur le Bookref, je suis sur Tagada. Attendez, je vais vous dire, on prend toujours le Bookref. Pour ceux qui connaissent pas le Bookref, c'est un book étranger. On parie pas dessus évidemment, hein. De toute façon, c'est très compliqué de parier dessus, mais simplement c'est un book qui donne les sorties de cotes et qui donne un petit peu la tendance du marché. Donc je dis ça pour les nouveaux. Pedersen 2,62. Donc actuellement, c'est un petit peu baissé par rapport à tout à l'heure. Donc le marché voit plutôt Mats Pedersen l'emporter. Et pour Orluis Hollard, donc sur le Bookref, c'est 17. Vous avez parfois en France, en ANJ, vous avez des cotes un petit peu meilleures. Enzo, Ouais. est-ce que tu... Dis-moi Enzo. Non, mais il y a une équipe sur laquelle, par contre, je me pose la question de qui va sprinter, c'est Ineos. Est-ce qu'on y va pour Turner ou est-ce qu'on y va pour Ghana? Aujourd'hui, on a vu que c'est Ghana qui était le dernier homme. Bon, c'était trop difficile pour lui, enfin trop long surtout. Mais dans les derniers hectomètres, il était encore assez bien placé jusqu'au relais de Ciccone qui de toute façon fait péter à peu près tout le monde. Mais demain, c'est moins difficile. Et sur un sprint court en faux plat montant, Ghana est hyper puissant. Du coup, honnêtement, je sais pas. Est-ce qu'on y va pour Turner ou est-ce qu'on y va pour Ghana? Je sais pas. Thibaut, je sais pas ce que t'en penses. J'arrive pas. Je pense Turner quand même. Tu crois? Ouais, je pense. Après. Ça convient très bien à Turner aussi, hein, c'est pas la question, mais en fait, j'étais étonné de voir Ghana aujourd'hui et pas Turner. Après, là où je vais dans ton sens, Enzo, et là où il pourrait tourner aussi un peu, c'est que c'est vrai que si on arrive en petit comité, on va dire 50-60 coureurs, tu vois, moi j'ai l'impression que Pipo, c'est frotté en fait, qui lui casse un peu les couilles. Par contre, si on se retrouve sur un sprint, on va dire, où il y a moins de monde, où il y a besoin de frotter un petit peu moins, le sprint de Bourrin, il est complètement capable de l'envoyer. Ouais, mais après, sur la Vuelta en 2023, il faisait les sprints passifs aussi, tu vois. Ouais, oui, il a eu une saison. L'année dernière, parce qu'il y avait les JO. L'année dernière, il les a pas fait parce qu'il y avait les JO. Il avait un peu peur de se faire bobo. Bon, au final, il s'est fait taper par Evenepoel, c'est super. Mais là, cette année, il fait pas les championnats du monde de chrono. Enfin, je veux dire, après la Vuelta, je pense que sa saison est à moitié terminée déjà. Oui. Donc, oui. Et puis on n'est pas sur le fil de deux sprinters qu'on peut avoir sur le Tour de France, donc on n'est pas sur la même tension dans le final non plus. On sera sur un peloton un peu plus réduit demain. Honnêtement, sur un sprint comme ça, je pense que Ghana est meilleur que Turner. Il a pas prévu de nous faire le record du monde de l'heure là? Encore? Ah, je sais pas, non? Pourquoi? Non, c'est peut-être moi qui dis. Il l'a fait il y a 3 ans, il va pas le refaire. Je crois qu'il a dit qu'il le retenterait peut-être en fin de carrière. D'accord. Mais que ça lui avait tellement coûté et qu'il a tellement mal au cul et aux couilles que c'est hors de question de le refaire. Bah moi je dis que si Pogacar a des couilles, il faut qu'il le tente. Mais le record de l'heure? Ouais. Non, je pense qu'il a aucune chance. En vrai, s'il y a un truc. Et Evenepoel qui veut le tenter bientôt. Ah ouais, d'accord, ok, parce que j'étais en train de me dire, ce truc est devenu complètement... Tiens, au passage, en parlant de Remco Evenepoel, je vous le dis pour vous tous qui êtes à l'écoute du podcast, allez sur le compte Instagram de Patchy Villa, je dis ça parce que ça va être l'un de ses futurs managers, l'un de ses futurs DS du côté de la Bora. Patchy Villa a fait une petite vidéo où il explique comment il utilise l'intelligence artificielle et sa philosophie par rapport à ça, et c'est traduit, franchement c'est hyper bien, ça dure je sais pas, ça doit durer 3-4 minutes, donc voilà, il explique comment il l'utilise en gros, et que il y a aussi cette part de feeling qui fera qu'une machine ne remplacera jamais l'humain, donc il articule un peu les deux. Je trouve que ça tranche un petit peu avec Madio qui avait expliqué il y a quelques semaines sur RMC qu'il voulait pas entendre parler d'intelligence artificielle. J'adore Marc Madio, mais je pense vraiment qu'il a tort. Enfin quoi qu'aujourd'hui, Gaudu, il avait pas besoin d'intelligence artificielle à l'instant. Aussi pour ça, je pense que c'est un coureur qui correspond parfaitement à Marc Madio. Mais voilà, franchement, petite capsule de Patchy Villa sur son compte Instagram personnel, vraiment ultra méga intéressant. On revient sur la 4e étape de la Vuelta. Alors Thibaut, toi, t'avais une théorie, tu penses que le maillot rouge, Jonas Vingegaard va le lâcher et que Gaudu va le récupérer, et que Visma va faire exprès de le lâcher en amont du contre-la-montre par équipe. Bah oui, il y a tout intérêt. On sait qu'on est à la veille d'un contre-la-montre par équipe. On est en France, le contre-la-montre par équipe a lieu en Espagne. On va avoir une longue journée de transfert. Est-ce qu'on veut avoir en plus à subir la cérémonie protocolaire assez longue du côté du Danois? On peut s'alléger un peu de ça, de ce poids immédiatement. Bon, le transport est affrété, donc il n'y a pas vraiment de contraintes au niveau horaire. Les Ismail Bike savent déjà quand est-ce qu'ils vont partir, mais pour le coup, il y a un autre avantage, même si on peut me dire oui, c'est minime sur un contre-la-montre par équipe, c'est qu'en lâchant le maillot, en plus, Jonas Vingegaard va bénéficier
de sa tenue et pas de la tenue aérodynamique de l'organisation. Donc c'est un gars marginal, mais bon, quand tu vas chercher des gars marginaux jusqu'à t'épiler les poils du nez, je pense qu'on peut être aussi tatillon là-dessus. On rappelle que Gaudu doit terminer 9 places devant Vingegaard pour prendre le maillot. Si, il est venu casser les couilles à Ciccone et à Lidl Trek, alors qu'ils ont filé des mécanos pour les aider avec leur vélo de merde, mais qui fait cadeau à Gaudu et la GFDJ avec laquelle ils ont un bif depuis 2 ans. Moi je suis désolé. J'ai une autre... Je le mets dans mon Death Note. Moi, j'ai une autre théorie, Enzo. J'ai une autre théorie, en fait, pourquoi il a tenté d'aller jouer les bonifs et pourquoi il a cassé les couilles à Ciccone. C'était pas pour l'empêcher d'avoir le maillot et pour lui lâcher le maillot. Moi, je pense qu'il voulait simplement aller récupérer une petite bonif, tout simplement parce que sur le contre-la-montre par équipe, on va prendre le classement par équipe pour définir l'ordre des équipes. Et sur ce classement par équipe, en fait, après, vous me direz, Visma aurait pu faire sprinter quelqu'un d'autre que Vingegaard. Enfin, quoi, je sais pas. En tout cas, Visma a 2 secondes d'avance sur UAE. Donc, Visma est en tête du classement par équipe avec seulement 2 secondes d'avance sur UAE. Donc, moi, je pense que Jonas a voulu peut-être aussi mettre un petit peu de marge. Déjà, prendre une bonif, c'est toujours bon pour le classement général. Et peut-être aussi mettre, une mini-marge pour avoir l'avantage de partir en dernier sur le contre-la-montre par équipe et avoir les temps de référence des UAE, ce qui peut être un petit avantage. Je tire un peu le truc par les cheveux, mais moi je le vois aussi comme ça. Donc toi, tu penses, Enzo, que Jonas va pas lâcher le maillot à Gaudu, quoi? Si, je pense qu'il va. Je pense qu'ils sont aussi précis. Je pense qu'ils sont aussi pas les couilles du classement par équipe. Oui. Il a même pas ça en tête. Hein. Il a juste vu Ciccone qui était assez haut dans le peloton. Il s'est dit Non, parce que les mecs, on peut se dire, ils vont jusqu'au détail de respirer mieux en s'allégeant des poils de nez. Mais c'est quand même osé pour des mecs qui sont tatillons autant, en sachant que ces poils de nez ne sont pas si handicapants pour la respiration, mais forment une barrière naturelle contre les bactéries. Donc là, en plus, tu te prives de ça et tu peux potentiellement tomber plus facilement malade. Est-ce qu'on est vraiment dans le détail? Est-ce qu'on va vraiment dans ce type de détail sur le classement par équipe? Je suis pas sûr, honnêtement. D'autant plus qu'on va se le préciser, et je pense qu'on le précisera un peu plus dans la preview du contre-la-montre par équipe. Mais les Emiratis en contre-la-montre par équipe, je suis désolé, ils sont nuls à chier. Alors oui, ils ont des grosses équipes, mais le seul qu'ils ont remporté, ils en ont remporté qu'un seul. C'était sur Paris-Nice l'année dernière et ils le remportent grâce à la météo. Hein. C'est vrai aussi. Ils vont en gagner un autre, c'est le premier du Tour de France en 2026. Mais ça, on aura l'occasion de reparler de tout ça. Thibaut, tu nous as pas donné ton... Enfin, t'es sur Pedersen? Ouais, Pedersen, podium de Luis Orlar et... à réfléchir sur certains top 10 parce que alors on va aller voir les cotes. Bah moi déjà, il y en a un qui m'intéresse sur les explications. Vas-y. Sur les explications que tu as données, hein, Thibaut, je rebondis parce qu'effectivement, on peut être tenté d'attendre le pic David Gaudu prend le maillot rouge. Moi, il y a un autre pic qui m'intéresse et qui me paraît beaucoup plus sécure, en fait. C'est le match-up entre Jonas Vingegaard et David Gaudu. On a du David Gaudu à 1,7. Ça me paraît très très bon à prendre parce que je me dis que même au cas où Jonas Vingegaard décide de garder un petit peu son maillot, bah Gaudu pourrait être tenté d'aller frotter un petit peu plus ou prendre peut-être un poil plus de risque dans le sprint, même si Thibaut Gruel dans Bistro Vélo t'es pas trop de cet avis, mais ils en avaient pas encore trop discuté dans l'équipe, donc en vrai il en savait rien. Donc 1,709 le match-up David Gaudu devant Jonas Vingegaard, bah c'est posé, hein, c'est 0,20% de bankroll, donc je vous le dis. Oui. Voilà. Oui. C'est Après, le truc, c'est que faut préciser quand même pour les auditeurs, c'est un match-up imprenable en France. Parce que très clairement, parce que c'est un match-up, honnêtement, 98% du temps, 99, il est remboursé. Faut qu'il y en ait au moins un des deux qui finissent dans le top 10. C'est vrai, mais après, c'est pas délirant non plus, hein. Si on se retrouve sur un sprint à 50, c'est pas délirant de... mais t'as quand même une très très grande majorité à ce que le match-up soit remboursé en France. Vaut mieux le prendre à l'étranger. Pour ceux qui peuvent, voilà, pour les francophones de l'étranger. Pour les francophones de l'étranger, évidemment, j'avais précisé. Oui, mais précisons. Tu vois, pour les Français, honnêtement, ce match-up n'a que peu d'intérêt. Tu prendras pas de risque techniquement à perdre tes sous puisque tu risques
fort peu de les perdre, mais tu risques très souvent de les récupérer. Perdre rien, ça c'est sûr. Enfin, c'est sûr. Rien n'est sûr dans ce monde. Hein. Une chute de David Gaudu et un podium surprise, va savoir, parce que Jonas Vingegaard s'est découvert des talents de sprinter. Des talents de sprinter, donc va savoir s'il prendrait pas part à l'emballage final. Et blague à part, enfin, t'as bien compris que dans la très très grande majorité du temps en France, honnêtement, ça sera remboursé, quoi. Totalement. Non, par contre, il y a quand tu vois les cotes, le deuxième dans la hiérarchie des books, on mise quand même sur une présence de Jasper Philipsen, alors que nous non. Mais un Edouard Plancart, ça doit passer. Donc, si c'est présent dans l'emballage final, ce sera la carte des Alpecin de Koenig. Donc, quand tu vois sa cote victoire à 126, il y a moyen quand même d'avoir un top 10 plutôt sympa, d'autant plus s'il est libéré du poids de Jasper Philipsen. Honnêtement, c'est la carte des Alpecin pour demain. Moi, j'ai un doute quand même sur Plancart. Est-ce qu'on va pas le laisser? Il est présent. C'est pas ça, c'est que est-ce que volontairement on va pas le laisser avec Philipsen voilà, faut pas le laisser tout seul. Tu vois, comme Guilain Lambert dans le vélo de Guilain Lambert, quoi. Et il sera pas tout seul. Il y a d'autres coureurs, hein, Rickert et compagnie. Hein. Donc toi, tu vas pas mettre tous tes coureurs. Du coup, tu mets toute la Alpecin pour sauver le soldat Philipsen. Groupama s'est fait dégager la moitié de son équipe comme ça sur un Tour de France en suivant Desmar. Vas-y, Enzo. C'est quoi les délais pour demain? J'ai pas le roadbook avec moi, mais elle est catégorisée, quoi. Elle est catégorisée numéro 3. Groupe numéro 3. On mise sur combien de moyenne demain? Franchement, c'est chaud à dire. Ça doit être 41, non? 40, on en compte le départ. Ouais, je pense. Entre 40 et 42. Ouais, voilà, du coup, c'est 40 et 42. 16% du temps des vainqueurs. En sachant qu'il y a quoi? Il y a 200 bornes. Plus de 5 heures. Ouais, on est un peu plus. Ouais. Donc, 5 heures, tu fais 16% de 5 heures. Ça va. Ouais, ça va. En vrai, ça va. Il y a la marge. Ça en fait quoi, 45 pour le mettre hors délai. 45 minutes? Ouais, pour le mettre hors délai, honnêtement, c'est bon. En sachant qu'au sommet du Lotharet, il reste 120 km. Hein. Non, c'est bon. Ça va. Enfin, il n'y a plus de difficulté. Oui. Non. Il n'y aura personne de hors délai, à moins d'être malade. Et très malade. Et très tout seul. Carlos Garcia Pernia, c'est inquiétant quand même. Hein. Le petit de la Burgos, là, je sais qu'il y a des managers de Side Limit qui l'ont. C'est un peu inquiétant. Je t'avoue, j'ai pas pu bien suivre, mais du coup, qu'est-ce qu'il a? Il a été largué? Ouais, il finit à 26 minutes tout seul. Le frère de Raoul, voilà, le frère de Raoul qui est présent sur Side Limit parce qu'il est à la Burgos et l'année dernière, il était du côté de la Cairn Pharma et il a été meilleur grimpeur sur le Tour de Burgos et bon là ça sent on lui souhaite pas, mais ça sent le DNF pour l'ami Carlos Garcia. Des petites choses à rajouter, des match-ups, des top 10, des top 3, des mecs sur lesquels vous allez avoir un œil attentif, Enzo? Non, mais moi, de toute façon, après, je suis là comme Thibaut, hein, pour moi, demain, Pedersen à Oulard, c'est pas mal. Stewart, j'aime bien. Aussi. Et dans le top 10, je mettrais quand même Ghana. Je pense que c'est lui qui se fait. Je suis pas sûr que je mets Stewart. Hein. Moi je le mets, je le prends, je le dis pour tout le monde. 43,5002 de bankroll et puis ça sera couvert également avec du top 3. S'ils ont du bon sens sur le Dauphiné, quand il va taper Milan, on est à peu près dans l'idée, on est sur ce genre de partie. Le Dauphiné, tu vas taper Milan. Ouais, attention, Milan est secoué depuis le Dauphiné quand même. Il est salement secoué le garçon là. Non, mais après ça devrait être leur carte au sprint. Par exemple, je pense qu'un mec comme Frigo va tenter de prendre l'échappée pour demain. Le départ, c'est parfait, c'est un très bon rouleur en plus. Donc, je suis pas sûr que Israël se mette à rouler derrière. Mais par contre, s'il leur reste un sprinter dans le lot, pour moi, c'est Stewart et il va pas se priver de sprinter. C'est un peu con, tu vois. On donne quand même des pièces sur un scénario, mais c'est jamais totalement fermé. Et il y a quand même un monde où l'échappée va s'imposer. C'est un petit jeu. Et puis ça peut donner des pistes à certains qui n'aiment pas parier les sprinters et qui préfèrent aller sur des échappées. Si vous deviez mettre un mec en échappée qui va s'imposer, pour vous, c'est qui? Enzo? Ça dépend de la taille de l'échappée. Si c'est une grosse échappée, je vois bien un mec réussir à ressortir tout seul. Si c'est une petite échappée... Si tu devais mettre un nom d'un mec en échappée. Moi, j'en ai un aussi. Nico Dens. Je sais pas. Moi, je sais pas. Vas-y. Dens. Ouais.
Ouais, ça s'entend. D'autant plus que en vrai, Dance, honnêtement, pour moi, ce serait potentiel. Elle est combien sa cote? Parce que ça serait potentiellement un bet top 10, hein, parce que ce type de sprint-là assez réduit, les bookmakers l'ont vu arriver. Il va y aller. Hein. Il est à 34, il est 10e favori. Ouais, c'est logique. Ouais. Il sache. Moi, je serais parti sur Max Soler. Ah ouais. Ouais, mais alors du coup, c'est pareil. Ça, c'est un mec qui arrive tout seul. Ouais, mais le truc, c'est qu'avec le team classification, ils vont pas le laisser. Et puis avec le compte chrono par équipe le lendemain. Non, mais dans la théorie de la Fuga, moi, ce serait Frigo. Ouais. Il est en forme. J'ai l'impression qu'il a passé un cap en 2025 encore. Il grimpe bien, il roule bien tout seul aussi. Donc dans l'esprit solaire, moi ce serait Frigo. Mais sinon Dance, ça me semble cocher pas mal de cases. Il est capable d'y aller tout seul aussi et de régler un petit groupe avec une bonne pointe de vitesse. Totalement. Bon écoutez, je crois on s'est fait un bon petit tour. Ouais, carrément. C'était top. Donc récap, Thibaut, donc récap de tes pronos. Mats Pedersen qui s'impose devant Louis Sorlard et est-ce que je fais l'amoureux? J'ai envie de dire Thibaut Gruel, mais non, la raison me contraint à partir vers. Dans Bistro Vélo, il a dit qu'il aimait bien. Après, le problème, c'est que voilà, il y a le maillot rouge possiblement, mais je crois que c'était de base une étape qu'il avait cochée. Eh ben vas-y, allez, devant Louis Sorlard et Thibaut Gruel. Ok, Enzo. Pedersen, Aoulard et Stewart. Ok. Et donc de mon côté, Pedersen 2,74, 0,15% de bankroll. Le match-up David Gaudu devant Jonas Vingegaard, 1,70, 0,20% de bankroll. La victoire de Jack Stewart à 43,5, 0,02% de bankroll. Et ça sera couvert également avec un top 3 de Jack Stewart que j'estime qu'on aura aux alentours de 10 et probablement un petit 0,05% de bankroll. On verra ça demain matin sur les réseaux sociaux une fois que les top 3 seront sortis. Enzo, ta preview, on rappelle qu'elle est sur ton site The Big Gear. Ouais, et je voulais vous demander, hors Vuelta, vous suivez un petit peu le Tour de l'Avenir ou pas du tout? Ouais, vas-y Thibaut, ouais. Non, mais vas-y Enzo, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, mais après les 3 premières étapes, surtout celle d'aujourd'hui, là, avec le petit coup qui est arrivé au bout et qui a pris 2 minutes d'avance sur les principaux leaders. Je trouve que c'était assez sympa. Après, je pense pas qu'on ait un scénario comme le Giro, parce que la fin du Tour de l'Avenir est quand même très difficile. C'est pas parce que Paul Sexas a 2 minutes de retard que même 1 minute 30 sur un coureur comme Turconi. Turconi, il va falloir aller le chercher. Pipo, il est chaud. Non, mais Dalby aussi. J'aurais plus peur de Dalby. Turconi, tu vois, qui prend 1 minute sur une montée de 3 km, à mon avis, Paris commence à être un peu secoué de sa saison, parce qu'il a une longue saison quand même. Turconi, non, je pense pas. Surtout que l'Italie a mis très vite quelqu'un à rouler derrière. Il y a Pietro Matteo qui était en train de rouler, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas une énorme confiance en Turconi non plus. Mais pour moi, c'est Dalby. Alors j'avoue que je le suis d'un petit peu loin. Peut-être que Thib, tu situes un peu mieux le coureur. Oui. Mais niveau grimpette, il est bon. Mais est-ce qu'il est assez bon pour tenir même un top 3 au général après l'enchaînement des dernières étapes ou pas, tu penses? Je te la fais en quelle version? Pas du tout, un top 3. En danois, allez. En danois? Alors attends, il va falloir que j'aille chercher la traduction. Vas-y, ton avis. J'y crois absolument pas. Non, je parle pas pour une victoire finale, parce que pour moi, mais même résister, j'y crois absolument pas. Attends, le classement général, faut regarder qui y a. Bon, t'as des coureurs quand même qui perdent des. Alexandre Kess, c'est pas mal. Vas-y, dis. Kess, il nous en avait parlé. L'ami Geoffrey Coupé, quand on l'avait eu dans le podcast, il nous avait dit oui, attention. Du coup, je l'avais pris en jaune sur Side Limit. Bon, après, Alexandre Kess, c'est plus infantry. Je pense que dans la haute montagne. Mais intéressant, il était chez Wagner Bazin l'année dernière. Là, il est dans la Conti d'Ineos, qui a un autre nom d'ailleurs, que s'appelle Lotto. Enfin, c'est un nom bizarre, mais en réalité, c'est la Conti d'Ineos. Et franchement, c'est un bon petit coureur. Là, il fait 3e de l'étape aujourd'hui. C'est un mec qu'on suit dans le coup tordu. Bah tiens, lui, ça serait pas mal d'essayer de le. Je vais essayer de le choper là en interview lui pour cet hiver. Ça peut être sympa. Donc ouais, Thibaut. Non, il y a trop de coureurs qui peuvent reprendre assez facilement 2 minutes à Dalby, je trouve. Donc non, j'y crois pas du tout. C'est mon avis aussi, mais comme je t'avoue, le coureur, je le connais pas non plus excellemment bien. Enfin, je sais pas exactement ce qu'il vaut
sur des vraies étapes de montagne. Du coup, j'ai enfin ce que je voulais te dire et en danois. Minpik. Je parle pas danois. Ce qui veut dire ma bite. D'accord. Parfait. Parfait. D'où j'y crois vraiment. Tu vois. Après, du coup, il y en a qui vont écouter ça, qui vont dire oui, mais bon, tu nous as dit les chiffres de Godu. Il y a des cotes sur le Tour de l'Avenir qu'on parie sur le podium de Dalby. Non, mais après est-ce qu'ils auraient tort? Après, c'est vrai que sur la course de la paix, sur une ascension de 13 bornes, c'est pas mal quand même ce qu'il avait fait. Il remporte l'étape, il tape Pomarty, Daniel Lima, c'est pas des pimpins. Hein. Ouais, mais la fin du Tour de l'Avenir, c'est quelque chose là quand même. Enfin, oui, là, c'est la course de la paix, c'est une référence, mais la montée, elle était pas non plus exceptionnelle. Là, puis là, on est sur l'un des Tours de l'Avenir qui est le plus montagneux qu'on ait connu. C'est même le plus montagneux qu'on ait connu. Dalby, il fait 6 déjà l'année dernière sur le Tour de l'Avenir. Moi, je me méfierais quand même. Hein. Il fait 6e l'année dernière. Moi, je l'aurais pas laissé 2 minutes. Hein. T'as raison, je le connaissais pas, mais putain, il a un bon petit pro sac. 6e à combien? Il fait 6e. Ouais, mais en un an, il a progressé. Oui, non, mais je veux bien. Il était dans le coup qui avait repris beaucoup de temps avec le jour de la victoire de Kayami ou pas? Le jour où Vidar se fait sauter et que Torres se perd beaucoup. Il était il est dans le coup. Ok. Oui, faut tempérer un il prend 5 minutes assez gratuitement, sinon il est à 7 minutes. 7 minutes, ça le plaçait dans les temps de Brio Roland. Hein. Ouais, non. Mais mais je pense de toute façon, vraiment quand tu vois la gueule des 3 dernières étapes du Tour de l'Avenir, tu dis bon, ça va être très simple, c'est le meilleur des grimpeurs qui va s'imposer, quoi, sauf catastrophe, sauf maladie. Les coups tactiques, comme il y en a eu sur le Giro qui ont permis la victoire de Merzel, je pense pas que ça se reproduise. Et puis cette année, ça risque de partir peut-être un peu moins dans tous les sens que comme ça l'a été l'année dernière. L'année dernière, on a eu quand même pas mal d'étapes où ça partait un peu plus en cacahuète, notamment ces dernières. Hein. Et c'était pas la seule, donc bon, du mal à croire que ce soit pas un peu plus verrouillé cette année. Oui, puis surtout que l'équipe de France a l'air d'être un peu en ordre de bataille vraiment derrière. Ils ont vraiment constitué un groupe autour de Paul Sexas et il y a des bons petits coureurs autour et je pense qu'ils ont prêté allégeance. Il n'y a pas de. Ouais, mais par contre, en même temps, tu peux autour de lui dans le final. Ouais. Enfin, tu peux prêter allégeance à un coureur qui a rien à foutre ici. Hein, on va pas se mentir. Hein. Enfin, moi, à partir du moment où tu fais 8e du Dauphiné. Il a beau être jeune, minot, etc. Pas sûr que ce soit sa place, hein. Mais c'est pas le seul non plus sur ce Tour de l'Avenir. On a déjà eu ce débat. Oui. Les fameux grands débats de l'hiver. Mais en vrai, je vais pas m'enthousiasmer si Paul Sexas gagne le Tour de l'Avenir, que c'est le giga favori. Hein. Honnêtement, je te dirais même c'est une honte s'il le perd. Il a tout à perdre. C'est vrai qu'il a tout à perdre. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Eh ben, merci à tous les deux. Donc, Enzo, je rappelle, tes previews donc, sur ton site The Big Gear. Hein, donc, voilà, ton compte Twitter, Analyste Phoenix, t'allais hier, Enzo. Non, je dis ouais. Voilà. The Big Gear. Thibaut, les previews, bien évidemment, à retrouver aussi sur Vélo Futé. Ouais, les parties il n'y a pas longtemps. Parfait. Donc, il me reste juste à faire le brief et puis je vais m'avancer sur le chrono. Ok, tu prends quelle équipe là pour ton brief? Tu sais pas encore. On est complète. De quoi? Je disais, tu prends quelle équipe là pour ton brief? Je sais pas. Tu veux m'en donner une? Ouais. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant sur... Qu'est-ce qui pourrait être... la facilité, ça serait... On aime bien le challenge. Ouais, on aime bien. Non, mais on aime bien le challenge. Ouais, on aime bien le challenge. Ouais, c'est-à-dire une équipe où tu te dis, il n'y a pas grand-chose à jouer sur cette étape, tu vois, la Soudal. La Soudal, c'est chaud. Là, franchement, sur cette étape, si ça se trouve, je dis ça, demain, ça va être victoire de Maximilian Sherman. Attends, tu me donnes la Soudal, là? Ouais. En fait, tu m'aimes pas, en fait. Mais vraiment pas. Compliqué, hein, pas simple. Hein. Ah ouais, non, mais là, en fait, tu me dis, démerde-toi, mais faut que tu trouves un moyen de faire un plan light attack. Explique-nous comment Garofoli fait top 10 demain. Non, mais après, j'y ai repensé ce matin, c'est pas con. Déjà, il fait 15e aujourd'hui. Thibaut t'en parlait top 10 hier. Il fait 15 et c'était sur l'Arctic of Norway. Il en avait gagné une où il avait fini 2e, je crois.
Et sur des petits talus, je le vois peut-être 2023 ou non. Oui, non, mais enfin, sur ce type de finish, avec Garofoli à top 10, quoi. Tu comprends pas avec Gazzoli? Ah si, merde, je confonds avec Gazzoli. Ouais. D'accord, ok, bon, rien à voir. Non, parce que il était bien chez Astana, ouais. Q36.5, c'est plus amusant, tu vois, ils ont plusieurs cartes, tu peux faire un petit truc. Là, Soudal, tu me respectes pas. Non, là, c'est. Bon, allez, va sur la Q36.5 alors. J'ai dit une équipe comme ça au hasard, tu vois, où c'est un petit peu. Ouais. Non, mais là, genre au hasard. Il veut te faire croire que c'était ton idée alors que c'était ce qu'il voulait faire au départ. Le filou. Pas du tout. Exactement. Je pensais quand je te dis que je mets Luis Solar sur le podium, je pensais plus à son équipe, tu vois. En plus, il y a des Carlos Canal qui peuvent être intéressants à faire, donc. Ok. Je pensais plus à son équipe de base. Bon, écoute, allez, vamos. On ira mater. Allez, c'est parti, on ira mater tout ça sur le site Vélo Futé. Encore merci à tous les deux. Donc sur Vélo Futé, la preview de Thibaut, sur The Big Gear, la preview de Enzo, et puis le coup tordu sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Oh. Et on se retrouve très Attends, je peux revenir en arrière? Vas-y Thibaut. Fuck Q36.5. Ah non, Pidcock, il est 5e au général. J'ai envie qu'il se prenne un tir assez vite avant les étapes d'Andorre parce qu'il y a un petit truc sympa à faire pour lui en échapper. D'accord, ok. Ouais, il est chez lui et tout. Moi, j'ai envie qu'il perde du temps. Il se prenne une claque. Allez, hop. Et en mode revanchard, il y va. J'ai pas envie de voir Kuss là-bas. Merci beaucoup pour ce coup tordu. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Ciao les amis. Salut à tous.